Très bien. Nos bureaux à Saint-Denis, à côté du stade. Bonjour, je suis désolée, j'ai eu un petit problème avec mon ordinateur, du coup on a dû échanger de place. Alors, du coup, on va maintenant accueillir Monsieur Claude Steinmetz, qui est Contract Manager Système pour la société Grand Paris. Et donc, vous encadrez le projet d'automatisation des lignes 15, 16, 17 et 18. Et vous allez aujourd'hui nous expliquer donc en quoi le Contract Management est au service du projet Grand Paris. Donc, je vous laisse prendre la main du coup. Et... Très bien. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Claude Steinmetz. J'ai une formation d'ingénieur. Donc, on n'a pas besoin d'être juriste pour être contract manager. Et j'ai fait 10 ans de gestion de projet à l'international, notamment en Algérie, sur la ligne de métro, la première ligne de métro du métro d'Alger, au Brésil, à Rio de Janeiro, au moment des Jeux Olympiques, et à New York également. Et j'ai une certification, l'équivalent d'un PMI, de Senior Project Manager. Voilà, tout ça pour contextualiser un petit peu mon parcours et puis vous montrer qu'on n'a pas besoin forcément d'être un juriste pour faire du contract management. On peut être ingénieur et avoir un parcours assez diversifié. J'ai pas fait que du ferroviaire. J'ai travaillé 4 ans dans la microélectronique, dans l'automobile, dans les télécommunications également. Voilà. Donc on peut avoir également des, euh, des parcours dans différents secteurs industriels. Je vais vous présenter donc la Société du Grand Paris et le rôle du contract management au sein de la SGP. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, c'est parfait, on voit tout. Je vais passer en mode de présentation. Très bien. Donc très brièvement, je vais vous présenter le projet du Grand Paris Express. Ensuite, en quelques slides, l'organisation du contract management. Vous parlez de l'impact Covid parce que c'était un élément important qui a marqué l'année qui est passée, mais également qui va marquer l'ensemble des projets qui ont commencé il y a quelques années et qui se termineront dans quelques années aussi. Et on consacrera un peu de temps à des questions-réponses. Donc le Grand Paris Express. Alors qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on a une situation du métro parisien et des transports ferroviaires en région parisienne qui est comme sur la diapositive. On voit bien que c'est un schéma en étoile. Donc le projet du Grand Paris Express, c'est de relier toutes les banlieues entre elles et donc de progressivement créer un cercle qui relie la grande couronne parisienne. Donc ça, ici, vous voyez la ligne 15, mais sur la présentation que je vais sur les slides suivants, vous allez voir l'ensemble des lignes qui vont être mises en service, construites et mises en service par la Société du Grand Paris. Donc historiquement, alors ça ne vous parle peut-être pas beaucoup parce que certains d'entre vous sont assez jeunes, mais la naissance a été initiée par Nicolas Sarkozy en 2009. C'est des projets qui duraient qui étaient dans les cartons depuis un moment, mais suite à la crise de 2008, le président de la République de l'époque voulait un projet fédérateur et générateur d'emplois et de valeur ajoutée. La Société du Grand Paris est un EPIC qui a été créé l'année suivante. Quelques chiffres sur le Grand Paris, donc c'est 4 lignes, la 15, 16, 17 et 18, plus l'extension de la ligne 14, qui pour votre connaissance ira jusqu'à l'aéroport de Orly d'ici 2024. C'est 200 km de tunnels et de viaducs, donc ils sont en train d'être creusés sous vos pieds. Il y a des tunneliers, il y a une vingtaine de tunneliers qui creusent des trous pour permettre au métro, aux différentes lignes de métro de passer. C'est également 71 stations, dont 60 nouvelles stations. En termes de trains, c'est 205 trains sans conducteur au total. Et ce sont des trains qui vont être livrés par le constructeur français Alstom. Et c'est un budget de 35 milliards d'euros. Donc tout ça, ça représente en fait le plus gros projet ferroviaire d'Europe. Les mises en service vont commencer en 2024, initialement pour les Jeux Olympiques, et vont s'étaler jusqu'en 2030. Et l'exploitant, alors vous avez posé peut-être la question, mais aujourd'hui c'est la RATP qui exploite le métro parisien.
mais pour des raisons de concurrence et pour se conformer à la loi européenne, ben, l'exploitant n'est pas encore déterminé, et donc ça pourrait être des concurrents de la RATP. D'un point de vue contractuel, eh ben, tout cet ensemble là, de 35 milliards d'euros, ben, ça représente plus de 900 contrats et 900 marchés. Voilà le plan du Grand Paris Express. Donc, la ligne 15 que je vous montre, est-ce que vous voyez ma souris? Oui. La ligne 15 ici. Oui. La ligne 16 qui s'étale dans l'Est parisien. La ligne 17 qui va partir de Saint-Denis-Pleyel et qui va rejoindre le Mesnil-Amelot en passant par l'aéroport Charles de Gaulle. La ligne 14 ici, la petite extension que l'on voit à partir de l'Institut Villejuif, Gustave Roussy, et qui va jusqu'à l'aéroport d'Orly. Et la ligne 18, qui est un petit peu particulière, elle est détachée du reste du réseau, qui est à partir de l'aéroport d'Orly, qui va aller dans un premier temps jusqu'à Versailles, et ensuite, il est prévu une extension entre Versailles et Nanterre-la-Folie, qui est en fait la Défense, le quartier de la Défense. Voilà, donc c'est un projet vraiment considérable et qui va redimensionner, redessiner toute l'Île-de-France. Les grandes familles de travaux, puisqu'on est on est dans un chantier, il y a du génie civil avec du creusement de tunnels, la construction de viaducs et de gares, et les systèmes. Alors les systèmes, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va rentrer dans les tunnels, qui va être posé sur les viaducs et qui va rentrer dans les gares. Donc on va avoir des marchés qui vont être transverses, c'est-à-dire qui vont concerner l'ensemble du réseau Grand Paris Express, et des marchés qui vont être plus géographiques, donc plus localisés, et qui ne seront pas attribués aux mêmes industriels pour l'ensemble du Grand Paris Express. Donc ça va vous éclairer quand on va aborder le type de marchés qui sont considérés comme des marchés transverses. Le marché matériel roulant, un train, on conçoit que, compte tenu du schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, il est important que le train soit identique sur l'ensemble des lignes 15, 16 et 17, puisqu'il y a une homogénéité en termes d'écartement de voies, d'électrification, etc. De la même manière, les automatismes de conduite, c'est-à-dire ce sont les logiciels qui vont permettre au train de rouler sans conducteur. Ces automatismes de conduite ont été attribués à un seul industriel pour l'ensemble des lignes 15, 16, 17, la 18 étant un peu particulière. Voilà. D'autres types de marchés sont considérés comme transverses, comme les marchés de radiophonie, d'information voyageur. L'information voyageur, c'est les écrans que vous avez dans les tunnels du métro ou sur les quais. Le réseau multiservice. Alors, le réseau multiservice, c'est en fait ce qu'on appellerait le backbone en anglais, ou le réseau Internet du métro, qui va permettre en fait de transmettre l'ensemble des informations qui vont venir à la fois des trains, à la fois des automatismes, à la fois des outils, enfin des systèmes d'information voyageurs et de radio. Donc c'est ce système-là qui va permettre la transmission des données et leur agrégation et affichage au niveau du poste de commande centralisé. Également, la particularité des métros sans conducteur, comme vous avez pu le constater sur la ligne 1 et la ligne 14, c'est qu'il y a des portes palières qui sont appelées aussi façades de quai. Ce sont des installations qui sont réglementaires. En l'absence de conducteur, on est obligé de protéger la voie, éviter que des passagers tombent sur la voie. Donc on protège les quais avec des façades de quai. Et les marchés géographiques sont des marchés, comme je vous le disais, qui sont plus localisés. C'est-à-dire, si on considère la ligne 15, on va avoir sur cette ligne plusieurs industriels qui vont installer les équipements haute tension, basse tension, qui sont les HTBT, les équipements de traction, les caténaires. Donc les caténaires, ce sont les câbles aériens qui permettent la transmission de l'électricité vers les moteurs des trains, les voies, c'est les rails, et également d'autres équipements de type ventilation, escalier mécanique. Les escaliers mécaniques, c'est ce qu'on appelle communément les escalators et les ascenseurs. Voilà les grandes familles de marchés que l'on a au sein de la Société du Grand Paris, du Grand Paris Express. Et moi, je suis contract manager sur la partie système, c'est-à-dire à la fois les marchés transverses et les marchés géographiques. Et j'ai une équipe de 6 personnes
avec des profils comme le mien, c'est-à-dire soit des ingénieurs, soit des juristes qui travaillent et qui assistent les chefs de projet dans l'exécution de leur contrat. Ces marchés systèmes représentent 70 marchés pour un montant total d'environ 3,5 milliards d'euros. Voilà. Alors ça, c'était pour la présentation rapide de la Société du Grand Paris, je regarde l'heure. L'organisation du contract management maintenant. Donc comme je vous l'ai dit, il y a différentes directions, il y a 6 directions, c'est un peu complexe, c'est-à-dire que vraiment, il y a assez peu finalement de chantiers dans le monde, de chantiers ferroviaires, qui vont voir la naissance de 6 nouvelles lignes, parce que la ligne 15 est divisée et découpée en 3 parties. Et donc, il va y avoir 6 directions qui vont s'occuper chacune de la construction et de la mise en service de ces lignes. Ces directions de lignes vont s'occuper plus particulièrement de la partie génie civil, mais vont intégrer dans leur structure les systèmes que je vous ai présentés tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'il y a une direction qui est transverse, qui s'appelle la direction des systèmes transport-exploitation, pour laquelle nous apportons, nous, contract managers, notre support. Et nous n'appartenons pas à la direction système transport-exploitation, mais nous appartenons dans l'organisation à une direction qui s'appelle direction marché et pilotage contractuel, qui comprend 2 entités, une entité achat et une entité juridique et management des contrats. Je vous passe rapidement sur les autres directions, qui sont des directions standards dans des grosses organisations. En termes de structure, donc comme je vous le disais, j'ai résumé avec 4 lignes. Donc les lignes sont représentées par les grands silos. Et à l'intérieur des lignes, il y a des directeurs de ligne qui vont s'occuper de la partie génie civil, qui sont assistés directeurs adjoints de chefs de projet. Et donc les contract managers, on a 2 types de contract managers, des contract managers génie civil qui vont venir appuyer les gestionnaires de marché et les contract managers dans l'exécution de leur marché. Alors, si je vous parle des marchés ici génie civil, je vais vous donner quelques noms, ça va vous parler, Bouygues, Eiffage, Vinci, voilà les industriels avec lesquels nous travaillons pour la construction des tunnels, des viaducs et des gares. Sur la partie système, on a la même organisation, donc une organisation parallèle, sauf que ces directeurs adjoints appartiennent à l'entité système transport exploitation. Donc il y a une sorte de, c'est une matrice en 3 dimensions. Et ces directeurs adjoints système sont assistés, ont une équipe de gestionnaires de marché qu'on peut appeler également chef de projet. Et donc nous, dans notre direction contract management, système, on vient intervenir, alors à la fois à proximité avec les directeurs adjoints système ligne, mais également sur les marchés transverses que je vous ai présentés tout à l'heure, directement avec des gestionnaires qui sont, eux, positionnés en transversal et qui vont intervenir sur l'ensemble des lignes. Voilà, c'est une organisation un petit peu complexe, mais qui est nécessaire compte tenu du nombre de lignes que l'on doit construire et mettre en service. Alors, quels sont les types de travaux et les types de contrats sur lesquels on travaille? Alors, je ne sais pas trop si ça vous parle, mais on est sur des contrats de type public, marché public. Et ces contrats-là sont régis par ce que l'on appelle des CCAG, cahiers des clauses administratives générales, et donc qui définissent les grandes lignes de l'exécution des marchés. Et on a 3 types de marchés, des marchés travaux, qui sont essentiellement orientés sur des marchés de type génie civil, ou haute tension, basse tension, par exemple, des marchés de prestations intellectuelles, c'est-à-dire que dans la loi MOP marché public, nous sommes la maîtrise d'ouvrage et nous sommes appuyés dans la réalisation du métro par une maîtrise d'œuvre. Et la maîtrise d'œuvre, qu'il s'agisse de Sistra, Aegis ou CETEC, nous avons des contrats avec eux. La maîtrise d'œuvre va travailler pour nous. Ils vont exécuter et ils vont piloter les titulaires. Et le contrat qui nous lie avec la maîtrise d'œuvre est un contrat
de prestations intellectuelles. Les contrats qui nous lient avec les industriels sont de deux types. De type TIC, donc technique de l'information et de la communication. Typiquement, ce sont des contrats que l'on peut avoir avec des industriels comme Nokia, comme Thales, sur des équipements de radio, d'information voyageurs, ou des marchés industriels. Contrats type marché industriel, c'est les contrats que l'on a avec Alstom, avec Siemens pour les automatismes, avec Alstom pour le matériel roulant. Si vous avez des questions tout à l'heure sur ces contrats, enfin sur ces types de clauses, n'hésitez pas lors de la séquence de questions-réponses. Et les types de procédures sont très variés en fait au sein de la SGP. Essentiellement, nous avons les marchés que nous gérons au niveau système sont des procédures négociées, c'est-à-dire que c'est un appel d'offres et les industriels peuvent répondre et sont sélectionnés sur différents critères, à la fois techniques et à la fois financiers. Des accords cadres. Alors un accord cadre, typiquement sur les escaliers mécaniques ou les ascenseurs, on définit ce que l'on souhaite avoir comme type d'équipement et différents industriels sont choisis, différents ascensoristes sont choisis avec un bordereau de prix et que l'on va activer au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Voilà, je vous passe rapidement sur les autres procédures qui concernent moins mon périmètre. Donc les activités du contract management, tout à l'heure Emmanuel Tanet en a parlé, donc je vais passer très rapidement dessus. Nous intervenons, nous, sur les marchés systèmes dans la phase ACT, donc assistance à passation de contrats de travaux. Grosso modo, c'est la phase d'appel d'offres. Donc dans cette phase d'ACT, nous, on veille à la cohérence des informations et contenues dans les actes d'engagement, dans les cahiers des clauses administratives particulières, qui sont en fait la déclinaison du CCAG, mais avec des précisions que le pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage, donc nous, SGP, souhaitons apporter dans notre contrat. Typiquement, ce qu'on va rajouter dans les CCAP, c'est le déclenchement des pénalités, sur quoi s'appliquent les pénalités, comment sont calculées les pénalités, si on parle des pénalités. En phase d'exécution, donc notre travail est assez commun à ce qui a été présenté durant toutes les tables rondes et présentations d'aujourd'hui. Donc on travaille en binôme avec le chef de projet, ça c'est important. Contrairement aux juristes qui interviennent à la demande, nous, le contract management a besoin de s'approprier la relation avec les différents titulaires, de comprendre finalement la relation contractuelle, la problématique de l'industriel dans l'exécution de son marché, pour être en mesure de prévenir des risques de réclamation et anticiper et préparer des stratégies de défense sur des réclamations qui sont à venir. Donc ça, c'est important vraiment de connaître l'environnement, de connaître les problématiques du titulaire. Et nous, nos contract managers, participons aux réunions d'avancement, et de présentation d'avancement mensuels que font les titulaires à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre. Une autre partie de nos activités, c'est le suivi des jalons contractuels. Donc on a un contrat qui est écrit, c'est du verbiage comme on pourrait le dire. Il est important qu'on puisse le traduire afin d'en avoir une utilisation efficace, c'est-à-dire que typiquement, on a un certain nombre de jalons contractuels puisque nos marchés s'étalent sur plusieurs années. Il y a des livrables qui doivent être fournis par le titulaire et on doit être capable de suivre l'avancement de ces livrables. Donc on traduit grosso modo ces jalons contractuels, les pénalités dans des fichiers Excel avec des déclencheurs qui nous permettent en fait de suivre de façon opérationnelle l'avancement du marché. Bon, je vous passe rapidement sur les autres fonctions. C'est suivi des courriers avec un S, bien sûr, à caractère contractuel. On intervient aussi sur le traitement des risques opportunités et les négociations de modifications contractuelles. Alors, on a fait face à une crise sans précédent avec l'arrivée du Covid qui nous a obligés, en fait, en mars 2020, à envoyer des ordres de service d'ajournement. Donc ça, un ordre de service, c'est une instruction qui est donnée à une entreprise. Et donc là, on envoie un ordre de service à chacune des entreprises pour leur dire, écoutez, maintenant, vous arrêtez les chantiers. Donc, c'est des entreprises de génie civil essentiellement qui avaient commencé à creuser, à construire les gares, à construire les tunnels, à construire les viaducs. On leur a dit, voilà, vous arrêtez tout et vous restez chez vous.
Et après, il a fallu redémarrer. Donc, on a refait des négociations, des notifications d'ordre de service avec des prix nouveaux provisoires parce qu'il a fallu redémarrer, mais dans des conditions qui n'étaient pas prévues initialement au marché, avec une mise en sécurité des chantiers, des installations spécifiques pour prévenir du Covid et des engins de production et des coefficients applicables. Donc, début avril, on a rajouté des éléments au plan général de coordination pour prendre en charge les aspects Covid, sur tous les aspects. Et en avril 2020, on a repris les travaux. Et fin juillet 2020, on a notifié la mise à jour de ce PGC. Alors, ce que l'on a demandé à nos titulaires, c'est de nous fournir les dossiers de réclamation concernant les conséquences contractuelles liées à leur crise sanitaire. Et en parallèle, nous, ce que l'on a effectué, on a essayé d'identifier les différentes typologies de réclamations que les titulaires allaient être amenés à nous envoyer et commencer à étudier en avance de phase leur recevabilité. Donc, dans la méthode de traitement, on a eu une lecture et une analyse macro de toutes les réclamations des titulaires, et Dieu sait s'il y en a eu, essentiellement sur les marchés de génie civil, mais également sur les marchés système, où nos titulaires commençaient à travailler sur l'élaboration de spécifications. Donc, ils avaient besoin d'outils, d'aller dans leur bureau pour avoir à disposition leur station de travail. Et le télétravail, en fait, a entraîné des difficultés dans l'exécution de ces prestations-là. Et c'est pour ça qu'ils nous ont envoyé des réclamations pour perte de productivité, essentiellement. À partir de ces réclamations, nous, on a analysé la recevabilité des sujets sur 3 grands axes: les coûts directs, les prolongations de délai ou des coûts de prolongation. Alors, pourquoi il y a une distinction entre les prolongations de délai et les coûts de prolongation? Parce que la prolongation de délai, dans les contrats des titulaires, un dépassement des délais et des jalons entraîne des pénalités. Donc, les dépassements de délais liés au Covid peuvent être légitimement exonérés de l'application des pénalités. Par contre, l'augmentation des délais entraîne également des coûts qui sont considérés comme indirects. Les équipes qui étaient prévues pour travailler pendant 1 an, finalement, elles ont dû rester plus longtemps pour prendre en compte l'impact du Covid. Les types de sujets qui ont été identifiés, des ajournements, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des remobilisations, des accélérations, parce qu'effectivement, si le Covid a ralenti l'exécution des projets, on a été obligé de rattraper sur certains marchés, sur certains chantiers, de rattraper le retard. Et donc, les accélérations sont des motifs de réclamation. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure également, des prestations et des fournitures liées aux mesures sanitaires, typiquement le gel hydroalcoolique, certains ouvriers qui venaient pour la semaine travailler et étaient avec des collègues. Ça a impliqué une modification de leurs conditions d'hébergement, de leurs conditions de transport également, avec la multiplication des moyens de transport pour garantir les distanciations. Tout ça a un coût et qui a été remonté à la SGP. La perte de productivité que je vous évoquais tout à l'heure, et des arrêts de perturbation de chantier et les impacts sur les sous-traitants et fournisseurs. Donc ça a donné lieu à cette matrice avec l'ensemble des éléments et la typologie des coûts et des impacts, et une analyse qui a été faite. Alors je ne vous dévoilerai pas ici l'analyse interne SGP de la Société du Grand Paris, mais globalement, voilà comment on a procédé pour avoir une trame utilisable par l'ensemble des acteurs de la SGP lorsqu'ils reçoivent des réclamations de leurs titulaires. Voilà, je crois que j'ai été dans les temps. Je vous laisse. Vous aviez un peu plus de temps, du coup, comme on avait débordé avec l'autre intervention. Du coup, on a eu 1 ou 2 réponses, 2 questions, pardon. Donc, on nous demande si vous aussi, vous aviez été touché par la crise des semi-conducteurs et comment vous gérez cet aspect-là, si c'est le cas. Alors, nous, directement, non, mais nos titulaires, oui. Certains de nos titulaires pourraient être touchés aujourd'hui par la crise des semi-conducteurs. Il
faut savoir que les marchés systèmes donc, que je vous ai présentés ont démarré, les notifications sont encore en cours. On va avoir à terme 70 marchés systèmes qui vont être notifiés. Aujourd'hui, on est autour de 50 marchés systèmes notifiés. Et les débuts de notification, les démarrages de ces marchés ont commencé en 2018, à l'automne 2018. Donc nos titulaires aujourd'hui sont dans une situation où ils rédigent des spécifications, ils mettent au point leur stratégie, et l'impact de la crise des semi-conducteurs sur nos titulaires n'est pas encore très clair et se fait pas encore sentir. D'accord, merci. Je pense que ça répond à la question. Du coup, on a une autre question de Sébastien Hardy qui demande si vous utilisez des contrats type hétérogène adaptés selon les corps de métier. Oui, alors c'est ce que je vous présentais tout à l'heure dans les différents CCA, GK et des clauses administratives générales qui en fait sont des trames adaptées en fonction des types de marchés. Donc on a des marchés travaux qui vont être régis par le mode CCAG travaux et deux autres types de marchés qui sont les marchés TIC et les marchés EMI. Donc oui, on n'a pas la même approche en fonction des marchés. D'accord. Donc il y a des petites différences. Je vous invite à regarder, c'est pas monstrueux hein, de lire les CCAG, c'est disponible sur Internet, et vous verrez, il y a quelques petites nuances entre les marchés travaux, enfin entre les différents types de marchés. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie pour votre intervention et d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était très intéressant. Un plaisir. Voilà. Puis du coup, je vais laisser la parole aux étudiants pour la suite du programme.